Question de Gilles Latournerie. Monsieur Latournerie, nous avons tiqué au même moment sur la présentation de Madame Burkhardt. Je reprends votre présentation PowerPoint. Dans la caractérisation de l'exposition aux facteurs de risque professionnels, sur la base des réponses des participants de l'enquête, vous avez établi 6 scores d'exposition aux facteurs de risque physiques. Alors, je ne sais pas si vous qui nous regardez, vous vous souvenez de cette slide-là. Il y avait posture contraignante, port de charge lourde, bruit, vibration et environnement néfaste. Et donc Gilles Latournerie vous dit que recouvre environnement néfaste au travail ? En fait, ce sont des inconvénients qui sont présents sur le lieu de travail. Par exemple, ça peut être la saleté, l'humidité, ça peut être des courants d'air, les mauvaises odeurs, ça peut être l'absence ou des locaux sanitaires mal entretenus, ou ça peut être l'absence de vue sur l'extérieur. C'est un peu tout ce genre de choses, en fait. C'est pas un collègue médisant, en fait. Non, pas du tout. C'est un peu cet environnement, voilà, des inconvénients. Vous travaillez, vous êtes dans un environnement pas très confortable, et c'est ce qu'on appelle un environnement de travail néfaste. Et les difficultés liées à la tâche ? Alors ça, c'est plutôt quand les personnes doivent regarder des lettres qui sont mal écrites, déchiffrer des petits caractères, des petites choses comme ça, des petits objets, ou alors faire attention à des signaux particuliers, des signaux visuels ou auditifs. Donc faire très attention à ce genre de détails. Donc c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est ce qu'on a regroupé dans les difficultés liées à la tâche. Merci beaucoup. Théo Hago. Alors une question qui a dû arriver avant que vous expliquiez quel outil vous utilisez pour les presque accidents. Question de Mathias Julien. Quel type d'outil utilisez-vous pour les presque accidents ? Papier, intranet ? Non, on a vu que c'était... C'est une application interne, oui, effectivement. Tablette et c'est téléphone, qui est utilisable en fait. sur tous les supports numériques et digital, donc téléphone, tablette, ordinateur. Et donc c'est comment dire, une prestation, un logiciel qu'on a acheté et qu'on peut moduler nous très facilement. C'est nous qui avons la gestion en fait de ce qu'on met sur cet outil. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire voilà, on peut faire des formulaires comme on l'a fait pour les presque accidents. On utilise aussi cette application pour les fiches de panne, par exemple, pour le matériel. C'est vraiment un outil dont on a la gestion et qui est très modulable et très intéressant. Donc si je comprends, l'outil était existant dans l'entreprise et vous en avez profité. Exactement, pour l'outil était déjà existant et donc voilà, on savait que les fiches de panne marchent très bien en fait. Avant c'était des fiches de panne papier. Donc fiches de panne, pour expliquer, c'est que donc on est dans les travaux publics, on a beaucoup d'engins. Qui dit beaucoup d'engins dit potentiellement des pannes mécaniques. Avant, il fallait qu'on remplisse un papier, passer au bureau pour remplir un papier. Donc on a digitalisé ça via l'application. Et donc on a utilisé le même principe pour les presque accidents. Voilà, un formulaire à remplir et un envoi par mail directement. Alors vous n'aurez peut-être pas la réponse à ma question, mais s'il n'y avait pas eu cette application, alors papier, intranet, on sent que c'est quand même un peu moins pratique. Forcément, en fait, on est à l'ère du numérique quand même. Remettre des papiers, on le voit très bien que pour la formalisation sur les chantiers, les papiers, c'est pas quelque chose qui est appétant. Donc on a tout de suite pensé à cet outil-là qui est très pratique et de fait tout le monde a maintenant un téléphone portable. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi cet outil-là. Ce sont les téléphones personnels des employés ? C'est les téléphones personnels et professionnels. Ouais. Mais on voit que 90 l'ont. Voilà, tout le monde l'utilise. Sur 90. Voilà. Question de Jérémy Depecker. Avez-vous suivi une formation spécifique, un diplôme pour être préventeur ? J'ai un diplôme d'animateur QSE que j'ai fait à la Faculté catholique de Lyon. Donc voilà, c'est un diplôme d'animateur QSE, mais il y a aussi je sais qu'il y a des DUT, des masters aussi. Voilà, il y a plusieurs filières qui proposent ce type de diplôme, de formation pour accéder à ces fonctions. Alors Mathilde Manan s'inquiète pour vous, parce qu'on a bien compris que vous étiez tout seul. Donc elle dit, comment limiter le trop-plein de déclarations ? On n'en est pas là encore, du presque accident. Ouais. Est-ce que vous prenez en compte les remontées des situations dangereuses ? Et comment est-ce qu'on limite ce type de déclaration ? Qualité versus quantité ? C'est toute la difficulté. Après, nous, on est vraiment au début de la démarche. Mais pour l'instant, on a envie d'en avoir. Voilà. Donc, le but, c'est on ne va pas commencer à leur dire attendez, faites-en pas trop. Pour l'instant, on a besoin d'informations. Mais c'est sûr que à terme, c'est pour ça que c'est important de vraiment sélectionner dans toutes les informations qui remontent, sélectionner les événements qui ont un potentiel de gravité important. Après, je ne sais pas encore quelle solution on aura quand on en aura trop. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais je pense qu'en fait, il faut le retour au salarié qui va faire la déclaration. Je pense que c'est là que
que le travail est important. Si dans le temps on arrive à expliquer que, voilà, quel type d'événement on veut cibler, je pense que voilà, dans le temps, à force d'expliquer, ça rentrera dans les de changer le nom des presque accidents. De changer aussi le nom, qui Oui. peut faire peur, parce que dans presque accident, il y a quand même accident. Donc voilà, je pense que ça prend du temps et voilà, faut expliquer, bien sélectionner, expliquer pourquoi on sélectionne. Et puis après. Les remontées de situations dangereuses, c'est par le même canal? Oui, c'est le même canal, oui. Donc aussi presque accident. C'est ça. Voilà. Alors, une question pour le docteur Delépine. Alors, on n'est pas dans les malaises mortels. C'est une question de Maïcha Oko, qui parle des malaises de façon générale et les malaises vagaux, malaises vagales. Est-ce que c'est considéré comme un accident du travail? Ah ben, s'il survient sur le lieu du travail, au temps du travail, oui, c'est considéré comme un accident du travail. Ah, on n'est pas dans le malaise mortel, Non, fort heureusement. heureusement. Est-ce que vous avez des exemples de malaises mortels? Alors, par exemple, c'est un manutentionnaire, ils sont 4, ils doivent décharger un camion d'armoires lourdes, plus lourdes que d'habitude, donc le début du déchargement se passe normalement. À un moment donné, il y en a un des 4 qui dit « Oh, je me sens pas bien », les autres lui disent « Va te mettre dans la cabine, repose-toi ». Et puis au bout de 2 heures, on ne le voit toujours pas réapparaître. Ils vont aller voir dans la cabine, et il est mort. Donc voilà, il y a en fait la grosse difficulté pour les malaises, c'est que globalement, il n'y a pas forcément d'éléments tangibles qui font dire que ça va mal tourner, si je puis dire. Voilà, donc le plus important, c'est que quand quelqu'un dit « je me sens pas bien », effectivement, qu'on le fasse arrêter sa tâche actuelle, qu'on le mette en sécurité, mais qu'on le surveille, entre guillemets, qu'on l'accompagne. Enfin, voilà, la plupart du temps, enfin, dans l'immense majorité des cas, les malaises, les personnes se remettent sur pied sans problème. Mais c'est vrai que si on le laisse tout seul, qu'on ne va pas voir, qu'on ne lui pose pas la question, finalement... Vraiment, dans 2 cas sur 3, dans les données qu'on a dans la base Epicéa, il n'y avait aucun signe de gravité initialement, autre que de dire je ne me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne, j'ai vaguement un sentiment de ne pas être à l'aise. Mais ça nous arrive à tous. Donc, un autre exemple peut-être différent, une autre situation? Là, c'est plutôt une question de cumul de charges. C'est un conducteur qui a eu un travail qui l'a amené tardivement, enfin, qui lui a fait travailler tardivement. Le lendemain matin, il est obligé de reprendre son poste à l'heure normale tôt, donc il a une petite nuit de sommeil. Et puis là aussi, il y a un cumul. Alors, il y a 1h30 de route, il doit arriver dans une déchetterie, il positionne son camion tout à fait normalement, et puis il attend que lui ne décharge pas, donc il attend qu'on décharge pour lui. Et puis quand on vient le voir, une fois que tout est déchargé et qu'on lui dit c'est bon, tu peux repartir, il n'y a plus personne qui répond. Là aussi. Alors, évidemment, comme ça, je ne peux pas vous dire que c'est le fait de cumul spécifiquement d'une nuit courte qui fait que, mais c'est vrai que le cumul de travail, les horaires longs, tout ce qui n'est pas, on va dire, habituel. Vous allez me dire que conduire peut être habituel, que d'avoir des horaires importants peuvent être malheureusement habituels. Mais voilà, il faut vraiment faire attention à l'ensemble, au cumul des facteurs de risque individuels et collectifs. Docteur Delépine, merci beaucoup pour votre présentation et la réponse à ces questions. Merci beaucoup à Eve Burkhardt. Merci à Théo Agon.